Bonsoir les amis, je suis contente de vous retrouver ce soir, la porteuse de voix. Euh, la vidéo de ce soir pourrait être entre la réflexion, la porteuse de voix, sur toutes ces méditations que je porte, ou sur toutes ces réflexions que je fais, sur les croyances, sur un petit peu sur des phrases de la vie, sur ce qu'on traverse tous, qu'on essaye de traverser en tous les cas avec courage et autant faire ce que peut avec toutes nos ressources et nos capacités. Et puis, ça sera en même temps une réflexion sur une vidéo aussi, sur une histoire. Mais ce soir, j'ai décidé plutôt de vous parler d'un livre merveilleux que je viens de terminer. Donc, il s'agit de Dernier fragment d'un long voyage de Christiane Singer. Donc, je suis restée scotchée. Je me souviens que je l'avais acheté il y a quelques années, je n'avais pas pu le lire, j'arrivais pas à y entrer dedans, c'était très particulier. Et pourquoi je voulais vous en parler ce soir? Tout simplement parce que je suis restée en admiration, en tendresse face à cette merveilleuse écrivaine mystique, littéraire, qui adore la littérature et qui m'a fait voyager dans son dernier livre, avant qu'elle ne meure, avant qu'elle ne décède d'un cancer. Elle a su transformer, entre guillemets, ce voyage par une manière d'écrire, par une manière de parler qui est véritablement sublime. Alors bien sûr, c'est quelqu'un de très lettré, c'est quelqu'un qui avait aussi une formation universitaire à ce titre, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui, en plus d'adorer la langue française, était une mystique, une de ces phases mystiques qui parlait justement de ce mysticisme, de cette spiritualité d'une manière extrêmement, comment je pourrais dire ça, d'une manière consistante, d'une manière en même temps sublimée, et en même temps dans le quotidien, dans tous les jours. Alors moi aussi j'ai traversé, comme vous le savez peut-être, 2 cancers. J'ai écrit quelque chose à ce sujet qui s'appelle Une folle envie de vivre, et que vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Mais lorsque j'ai lu ce qu'a écrit Christiane Singer, j'avais qu'une envie, c'était de me taire. Oh, pas parce que je me sens aussi petite et dans l'étroitesse en lisant ce qu'elle a écrit, mais tout simplement elle a une façon d'écrire qui est extraordinaire, comme si en fait elle parlait devant nous, et elle met du sens dans les mots, et elle fait attention surtout au sens des mots. Peut-être que ce que moi je n'avais pas fait, d'abord parce que je n'ai pas, je dois l'avouer, je n'ai pas cette dextérité à écrire, bien que j'aime ça, mais en plein dans la douleur, je ne cherchais pas le sens des mots. Et là, au fur et à mesure, en les utilisant, ces mots, lorsque je crée une méditation ou un conte pour les personnes, eh bien, j'essaie de faire attention aux mots que j'utilise. Un mot qui parte du cœur, bien qu'il soit réfléchi et pensé par la tête, mais il faut aussi qu'il ait un sens en partant du cœur. Et j'ai retrouvé ça chez Christiane Singer, cette extraordinaire capacité à penser avec la tête, mais à faire ensuite sortir le mot du cœur. Voilà. Donc je voudrais vous lire quelques-uns de ces petits passages qui seront sortis bien entendu de leur contexte, et j'espère surtout avoir l'humilité et la capacité de remettre les passages dans leur entièreté, dans le sens qu'ils donnent, parce qu'effectivement parfois, sortis de ce contexte, eh bien, nous pourrions être surpris qu'il n'ait pas du tout le même sens. Or, ce qui est très étonnant, c'est que même sortis de ce contexte-là, nous pouvons nous retrouver à comprendre ce que Christiane Singer explique, dit de son passage, comme si finalement c'était nous-mêmes qui le vivions. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, j'en ai d'autres qui m'attendent en réserve, tout simplement parce qu'elle a su créer une intimité entre son lectorat et entre elles. Et je pense qu'à partir du moment où un écrivain arrive justement à créer cette intimité sans automatiquement en avoir l'intention, eh bien on peut parler d'un grand écrivain, dans n'importe quel, bien sûr, genre, style, mais là je parle d'elle parce que, 1, c'est une femme, 2, c'est une incroyable écrivaine, 3, elle est mystique, et 4, elle a traversé ce que moi j'ai traversé, sauf que moi, eh bien, je suis encore là, et elle n'est pas là. Mais véritablement, si nous parlions de mysticisme, n'est-elle parfois, je ne pourrais pas dire, n'est-elle pas encore plus vivante de par sa disparition? Nous aurions souhaité tous qu'elle reste là, avec nous, encore plus pour
pour pouvoir écrire, pour pouvoir parler avec passion comme elle fait, comme j'ai pu entendre sur YouTube. Et en même temps, son absence est une sorte de vivance, est une sorte d'intimité. Je vois son regard, son visage, et elle a une passion foudroyante, elle a un fonctionnement, un lien, une reliance avec la vie qui a l'air de nous dire, même si le fil semble cassé, entre toi et la vie, n'oublie jamais finalement qu'il est toujours là, même invisible. Et Marie de Hennezel est venue la visiter à la fin dans sa chambre et elle a été vraiment étonnée et profondément touchée par ce vivant, ce vibrant à l'intérieur des yeux de Christiane et dans son cœur. Alors Christiane est aussi humaine, hein, et dans certains passages, peut-être que je n'ai pas pris les bons, elle pourra aussi crier sa souffrance. Voilà. Donc je voulais vous lire quelques passages parce que la langue française me tient particulièrement à cœur et le sens des mots me tient particulièrement à cœur. J'essaie tout doucement, hein, moi presque encore enfant, de chercher mes mots, hein, lorsque je vous parle aussi, et encore lorsque j'écris, mais le sens des mots est très important. Il est important dans ce qu'il signifie et dans l'intention qu'il a et dans la direction qu'il prend. Donc attention, les mots ont un pouvoir, les mots ont une puissance, les mots ont un sens, une signification, et utiliser un mot plutôt qu'un autre peut avoir des rebondissements. Donc je vais vous lire quelques épisodes, quelques extraits du livre, en essayant de le remettre dans le contexte. J'espère surtout le faire avec dignité, le faire en demandant quelque part à Christiane de me pardonner de là-haut si je fais des anicroches ou si je ne mets pas le ton qu'il faut. Mais en tous les cas, j'espère rester dans la même veine qu'elle, c'est-à-dire de vous retranscrire ce sublime qu'elle a écrit, de vous le retranscrire à l'oral. Donc là, c'est le jeudi 28 décembre, 6h du matin, je ne sais pas l'année. Et voici donc le premier passage. Elle dit: « Je me suis enduite de crème avec tendresse. Je suis bien, pas de douleur. Présence. Je n'ose vous dire, c'est en allemand. Donc, selon la sobre formule de Offenstall, la plus noble présence. » Et d'autres personnes, thérapeutes, hein, je parle de gens qui sont connus, utilisent parfois ce terme, la présence à l'intérieur de la présence. Et voici ce qu'elle continue de dire. J'espère que j'ai pu exprimer tantôt ce qui m'importait dans l'aventure du corsaire Storkbeker. Ce n'est pas la maîtrise de ce corps au-delà de la mort même qui m'impressionne, mais le fait que ce corps ait été évidé par la foudre de tout ego et ne contienne plus que l'équipage tout entier. C'est cette troupe de fous de Dieu qui traverse l'océan de vie derrière leur proue qui me bouleverse. Cette proue qui va venir se fendre sur l'éperon de la lame dans le dernier éventrement de l'océan. C'est cet élan qui me fut tout. Bien sûr, c'est très imagé, je n'ai aucun commentaire à faire, je n'ai peut-être pas la capacité de faire un commentaire avec des mots aussi recherchés, peut-être que j'y reviendrai à un autre moment. Voici un autre passage. Mercredi 17 janvier. Dans une lettre, Marie M me demande de lui apprendre encore à vivre plus profond. Et voici donc la lettre qu'elle envoie à Marie M. Marie bien-aimée, je suis mal placée pour donner un enseignement quelconque sur les questions que tu me poses. Ma vie est devenue simple. Je n'ai plus aucun concept ni représentation. Je rencontre ceux qui me rencontrent avec une innocence de moineau. J'y gagne une légèreté inconnue jusqu'alors. Marie, quand je regarde ta vie, la tienne, elle est si courageuse, si belle, si limpide. Que pourrais-tu extorquer de moi qui soit mieux encore? Quelle inutile violence! Émerveille-toi de ton courage quotidien qui est constant. En ces temps, je vis pour ma part une expérience qui, voilà quelques mois, m'eût paru impossible et destructrice, presque sans fonctionnement naturel. Et pourtant je vis cela.
sans y mettre d'énergie, sans m'y attarder. Je coule avec le flux de cette expérience, instant après instant, souffle après souffle, jour après jour, le cœur paisible. Ainsi ne s'agit-il que de vivre ce qui nous rencontre. Je continue mon exploration. Samedi 20 janvier. Visite du docteur V, blond, dont j'aime le silence profond. Il me dit: nous nous interrogeons, mes collègues et moi, sur l'énigme que vous nous ouvrez. À la manière dont vous vivez votre maladie et dont vous vivez tout court, nous apprenons une autre relation à la maladie et à la vie. C'est profondément troublant. J'ai pris la peine de prévenir tant d'amis chers que je mourrais. J'ai pris congé de tant d'âmes, je vis toujours. C'est burlesque et délicieux à la fois, et vertigineux. Je n'ai pas commis d'abus ce faisant. La mort m'ayant dicté mes comportements avec une détermination qui ne me laissait pas le choix. Je ne l'ai pas voulu. Mais me voilà passagère, contrebandière entre les mondes. Ce que je ne pouvais soupçonner pourtant, c'était que je puisse être encore baignée d'une telle vitalité, d'un bonheur sans fin qui ne veut rien, n'attend rien, ne sait rien de rien, sinon l'émerveillement que lui cause chaque instant, chaque rencontre. Être vivant dans la vie. Combien de personnes nous pouvons rencontrer qui semblent déjà mortes alors qu'elles sont vivantes, et d'autres qui vont mourir et qui semblent encore plus vivantes, comme si jamais elles ne l'avaient pas été avant. D'Angelus Silesius, un poète allemand, n'appelle pas Dieu à voix haute, sa source est en toi. Et si tu n'obstrues pas le passage, rien n'en suspend la coulée. Tout est dit. Samedi 27 janvier, presque un mois s'est écoulé du temps d'ici. Comment était-il le temps d'autrefois ? Si je joue à être mauvaise langue, je dirais qu'il y avait souvent un effort à fournir pour trouver un défaut à la journée qui commençait. Si je joue à être mauvaise langue, je dirais qu'il y avait souvent un effort à fournir pour trouver un défaut à la journée qui commençait. Je crois que cette phrase m'a scotché parce que finalement, comme si Françoise semblait dire la vie est tellement belle qu'il faut vraiment faire un effort pour trouver quelque chose d'imparfait, quelque chose de désagréable dans la journée. Comme si finalement on devait faire plus d'efforts à trouver quelque chose qui ne nous convienne pas que toutes les choses qui nous conviennent. Dimanche 28 janvier. Il est 7 heures. J'ai déjà fait ma toilette avec l'aide de sœur C. Je repose à nouveau comme après une grande œuvre accomplie. Dans ce rythme attentif, rien n'est insignifiant. Tout a un prix et donne à l'étoffe dont la journée se tisse ce caractère précieux. Il y avait trop de choses que je faisais autrefois sans y prêter l'oreille ni le cœur. Et ne sachant jamais à quoi imputer la perte de qualité qui se manifestait dans le quotidien. Elle était là, tout simplement, dans la perte d'intensité, de contact entre ma conscience et les gestes que je posais sur terre. Autant vous dire que tout doucement, je vais de plus en plus mettre mon attention aux petites choses de la vie et essayer de ralentir un peu le temps pour prendre le temps d'observer autour de moi. Observer, contempler, puis agir. Et pourtant, un moment d'attention retrouvée ouvrait tout à nouveau. Je me souviens. L'attention posée sur les petites choses pour leur redonner toute leur importance. Lundi 29 janvier,
J'aimerais raconter encore la dernière aventure de retournement dans ma biographie, parce qu'elle me paraît être le signe d'une alchimie déterminante et d'un passage vers la liberté. Alors, sur cet endroit-là, je ne lirai que quelques passages en espérant ne pas en enlever le sens, puisque je leur sors de leur contexte. Mon beau-père P. rencontra, voilà 40 ans, quelqu'un en moi qui l'inventa de toutes pièces sans prendre un seul moment le temps de me rencontrer pour de bon. Ça me fait penser souvent à ces gens qu'on rencontre, où on a cette première impression et puis un premier regard, où notre intuition, notre inspiration peut peut-être nous dire je ne le supporte pas. Alors souvent on nous dit que c'est peut-être au premier regard, les 3-4 premières secondes, qu'on peut avoir un jugement neutre et objectif d'une personne. J'en suis pas tout à fait sûre parce qu'en fait les rencontres se font parfois en fonction de l'environnement qu'il y a autour de nous, en fonction de notre être, si on est fatigué, si on est tendu, si on est en colère, si on est joyeux, si il y a quelque chose qui s'est bien passé dans notre vie ou pas. Je pourrais dire que je préfère ouvrir la porte, au discernement, à la vulnérabilité, et je préfère me dire, effectivement, observe les 3-4 premières secondes, mais peut-être que dans la soirée, les choses peuvent changer. Et donc, ce que je faisais au départ sans discernement, parce que j'étais aux prises d'émotions, ou j'étais aux prises déjà d'un fonctionnement de polarité, comme peut faire le cerveau, contrairement au cœur, eh bien, je préfère rester en ouverture et me dire, voyons voir comment les choses vont évoluer. Et souvent, comme ça, d'un premier jugement à la va-vite, ou parce qu'on dit que c'est les 3-4 premières secondes où tout est marqué, et je reviens un petit peu là-dessus, j'en reviens en tous les cas pour moi, eh bien on peut changer notre façon de voir la personne et découvrir peut-être quelqu'un de différent, contrairement aux premières constructions mentales qu'on a pu avoir. Voilà, donc oui, 3-4 premières secondes, on peut avoir une intuition, une inspiration que la personne ne nous corresponde pas, ou on peut ne pas s'entendre, mais je préfère me dire que maintenant, je préfère être en ouverture, laisser passer un petit peu de temps, que peut-être déjà mes propres émotions se posent, et puis fonctionner d'une partie neutre à l'intérieur de moi, qui est celle de l'accueil, du discernement, et voir comment les choses évoluent. Ça demande un peu plus de temps, mais surtout ça permet à la personne de se poser et d'avoir un avis peut-être parfois moins tranché. Et ça nous évite, comme dit Christiane, d'inventer de toute pièce une personne, alors que cette personne n'est absolument pas composée du regard qu'on lui porte, pas plus qu'elle n'est composée des émotions ou des sentiments qu'on a vis-à-vis d'elle. Fort heureusement d'ailleurs. Je vais continuer. Elle parle donc toujours de son beau-père et elle dit « Je serai désormais aux antipodes de sa personne, un être insaisissable, irrationnel, mu par des sentiments, des enthousiasmes. Un de ces êtres qui met le monde en danger et le tient si violemment fasciné que désormais P ne rencontrera personne sans s'entretenir longuement de l'énigme redoutable que je constitue. » Voilà. On sait tous que quelque part on joue des rôles, même si on n'a pas envie, mais inconsciemment on joue des rôles pour se protéger ou pour se mettre en valeur ou tout simplement pour être dans sa meilleure disposition, parce qu'inconsciemment on a peut-être envie de plaire à quelqu'un, pas plaire d'un point de vue d'attraction, mais plaire en disant cette personne me trouve acceptable, me trouve agréable, et c'est toujours agréable pour l'ego de sentir que finalement on peut paraître bien de sa personne au regard des autres. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais effectivement, Christiane va beaucoup plus loin. Je prends une autre. Mardi 30 janvier. Hier soir, Dorian me panique en me parlant de rentrer à la maison. L'idée me met en effroi. De quelle ville parle-t-il? De quelle maison? Impossible de reconstituer ce qu'il veut dire. Je me perds. Il faut savoir qu'elle a déjà passé pas mal de temps à la clinique, donc elle s'est adaptée entre guillemets à son nouvel environnement qui est assez cocon. Il faut le dire effectivement, quand on sort d'un cancer et qu'on a été accompagné pendant des mois, comme ça a été aussi mon cas, revenir à la maison, c'est pas toujours facile, parce que ça veut dire dans ces cas-là que les gens vous voient et disent « Oh mais tu vas mieux » et du coup va vous parler comme
comment vous étiez avant, hein, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, alors qu'en fait, même si on est peut-être un peu plus émacié, à l'intérieur de soi, on est quand même différent quand on traverse une telle maladie, hein, ça ne laisse pas intact, ça laisse fragile, ça laisse sensible, et donc il faut avoir la possibilité et puis le courage de dire aux personnes, s'il vous plaît, laissez un temps d'espace entre vous et moi pour que je me réhabitue à revenir dans le flot de la vie, hein, parce que le flot de la vie, quand elle est très entraînante, quand elle est très vivifiante, elle peut faire peur parce que la personne qui traverse un cancer n'a pas toujours les capacités de revenir comme ça aussi rapidement dans le flot de la vie. Elle dit, je me perds. J'espère que je ne deviens pas lâche devant la vie. Mais aussitôt ce mot écrit me blesse. Il vient de dehors. Dès qu'un jugement quelconque se glisse jusqu'à moi, je me sens expulsée de ma cellule bénie où le plus précieux m'a été rendu. Une vie dont chaque seconde porte son entier mystère. C'est un petit peu comme l'histoire de la graine qui garde en fait toute la potentialité de sa plante, de son arbre. Une vie dont chaque seconde porte son entier mystère et son trésor d'enseignement. Cette vie que je ne m'étais jamais autorisée, où il n'est permis que de ne rien faire, de ne rien attendre, de ne rien programmer, de ne rien juger, de ne rien vouloir. La liste pourrait se prolonger à l'infini. Ce serait de plus en plus magique. Ce lieu où tout cela advient m'apparaît si précieux que je dois en prendre passionnément soin. C'est le jardin où Dieu se promène chaque matin, son jardin secret. Et moi, je devrais le déserter? Impossible. Je ne prendrai pas pareille initiative. Pas encore, du moins. Je pressens qu'il y aurait là germe d'une trahison. Mais est-ce que je me leurre? Pour décrire ce jardin, il n'est que ce vers d'un jeune poète israélien. Là où quelqu'un a eu raison, l'amandier ne fleurira pas l'an prochain. J'habite le jardin où personne ne prétend avoir raison et où les arbres plient sous le poids des fleurs. Cette phrase encore qui explose à mon visage, à mon entendement, à mon cœur, là où quelqu'un a eu raison, l'amandier ne fleurira pas l'an prochain. Quelle profondeur! Cette capacité à ne pas chercher à avoir raison et à laisser de l'espace en soi pour accueillir ce qui est nouveau, ce qui est frais, et puis de l'espace entre soi et l'autre, de l'espace entre soi et son environnement, pour finalement accueillir tout ce qui est différent de soi, mais qui peut être extrêmement enrichissant. Et cette capacité à vouloir absolument avoir raison peut être si rigide, peut être si importante, peut être si lourde et prendre tout l'espace pour finalement ne plus laisser passer le petit filet de vie qui coule de la vie en soi et qui peut nous amener tant de joie et tant de légèreté. C'est une de ces phrases, ça, qui me traverse. Là où quelqu'un a eu raison, l'amandier ne fleurira pas l'an prochain. Une petite légèreté, sans trop de date. Sœur E me rapporte les mots de sa petite Eva, 4 ans au réveil. Je suis triste aujourd'hui. Sa mère, avec une bonne intention, lui dit « Laisse-moi, dit sa mère, souffler fort sur ta tristesse pour la faire s'envoler. »« Oh non, s'écrie-t-elle, laisse-la moi encore un peu. Qu'est-ce que c'est beau !» Qu'est-ce que c'est beau cette entièreté d'enfant qui nous fait comprendre finalement que nous avons besoin de toutes les émotions. Nous avons besoin finalement de rencontrer la tristesse pour ressentir plus tard la joie dans toute son entièreté. Laisser la tristesse remplir chacune de nos cellules pour comprendre plus tard aussi que la joie les remplira à leur tour d'une façon si intense, non effacée, à vouloir effacer les choses qui nous gênent. Finalement, lorsque l'inverse reviendra, ou lorsque l'inverse viendra, ça sera comme un dû, comme si c'était quelque chose que l'on avait acheté avec facilité. Je ne dis pas qu'il faut passer par tous les extrêmes, mais lorsqu'on a connu la douleur puissante, et puis qu'ensuite revient le calme et la calmie, on ne peut que prier et on ne peut que se dire merci. Merci finalement de
de cet espace à l'intérieur de soi, de paix, de calme, de ravissement de la vie, et on le porte encore plus au nu pour le ressentir. Voilà, j'ai fini. J'espère que ce petit moment d'intimité passé entre vous et moi, et surtout entre Christiane Singer et vous, a pu vous donner l'envie de rencontrer cette femme, de la connaître. Moi, j'ai écouté pas mal de choses sur YouTube et c'est toujours un ravissement, c'est toujours un transport de la connaître, de l'écouter parce qu'elle a une flamme, une passion qui vous emporte. Elle crée avec vous une intimité comme si vous étiez la seule personne à laquelle elle s'adresse, et en même temps, ces messages sont universels, sont remplis d'amour. Et puis surtout, un sens aux mots. Donnez un sens à vos mots, donnez un sens à une direction à vos mots, donnez une intention à vos mots. Pesez quand vous allez parler, de sortir ce qui vous semble le plus juste. Vous pouvez les penser avec votre tête, mais surtout sortez-les avec votre cœur. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.